Bien le bonjour ou bien le bonsoir et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. La nouvelle année se présente à vous d'ici quelques jours et pour bien partir ce 2025, je vous propose une conversation avec le seul et très unique André Forcier. Une conversation qui est vraiment apparue par miracle, je pourrais dire ainsi. J'avais réussi à trouver le numéro de téléphone de son épouse, de sa femme ou sa copine, je ne sais pas exactement. Et j'avais décidé de téléphoner comme ça au hasard, voir si c'était possible. Et quand j'ai appelé, elle répond très surprise. Elle dit « Mon Dieu, qui êtes-vous? Comment ça vous m'appelez à ce numéro? » Et elle dit simplement, c'est parce que ça fait 3 mois que mon cellulaire est ou 2 mois que mon cellulaire est fermé. Je l'ai ouvert à peine il y a quelques minutes et là, vous appelez à ce moment-là. Et là, des fois, vous savez, on se dit, hey, il y a un moment qui se présente à nous. Et elle dit, je suis en voiture justement avec André. Et là, on commence à parler. Puis il dit, écoute, tu peux venir cet après-midi à la maison, puis on va discuter. Alors, je me suis dépêché, j'ai ramassé tout mon matériel de podcast. J'ai pris le métro, direction Longueuil. Et j'ai eu la chance de passer un bel après-midi en sa compagnie et dans sa demeure et de discuter évidemment de cinéma, c'est certain, de scénarisation, beaucoup de son prochain film qu'il est en train de préparer et aussi de la vie. Donc, c'était simple comme ça. Et ça m'amène à vous souhaiter pour cette nouvelle année un peu de ce même genre de situation. C'est-à-dire que je vous souhaite évidemment la santé, la bonne humeur, tout ce que vous voulez, là. Mais je vous souhaite surtout d'aller jaser avec des gens. Point final. Que des fois, vous voyez une opportunité de parler avec quelqu'un que vous ne pensez pas que c'était possible, ou même quelqu'un qui est dans votre entourage au travail ou que vous parlez moins, mais juste discuter. Il y a toujours, c'est en discutant qu'on réalise, qu'on comprend des choses. Et les conversations, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors voilà, vous savez, j'aime ça. Évidemment, j'en fais une émission, j'en fais un podcast, mais je vous souhaite des belles conversations à cette nouvelle année, tout simplement. Maintenant, laissez-moi vous le présenter, André Forcier. André Forcier est un réalisateur et scénariste québécois. Son œuvre, que plusieurs rattachent au réalisme magique sud-américain par les éléments de fantaisie qu'elle contient, est pourtant fortement ancrée dans la réalité du Québec. En fait, on y verra plus justement un des seuls liens existants actuellement entre la culture orale du Québec populaire et le cinéma québécois. Contrairement à Pierre Perrault, qui observe les manières, la façon, les paroles d'un Québec fier, indépendant et profondément rural, et cela pour les abolir, Forcier accepte la bâtardisation nord-américaine de sa société tout en soulignant la vivacité de l'imagination populaire. Vous avez probablement vu un de ses films, c'est-à-dire Bar Salon, L'eau chaude, l'eau frette, Au clair de la lune, Kalamazoo, Une histoire inventée, Le vent du Wyoming, La comtesse du bâton rouge, Acapulco Gold, Les États-Unis d'Albert, Je me souviens, Coteau rouge, Embrasse-moi comme tu m'aimes, ou encore Les fleurs oubliées. Il est le premier cinéaste québécois à avoir eu l'honneur d'une rétrospective à la Cinémathèque française, 1987, et il a obtenu le prix André Guérin en 1990, le prestigieux prix Albert Tessier en 2003 et un prix Iris en hommage à ses 50 ans de carrière au Gala du cinéma québécois en 2018. Cinéma québécois majeur, culte pour toute une génération, son œuvre est à découvrir sans modération. Son plus récent film, À babouiner, est dorénavant disponible sur toutes les plateformes numériques. Voici ma conversation avec le seul et unique André Forcier. Tout d'abord, je vais commencer en
En sachant quelle est la meilleure façon de s'adresser, est-ce que vous voulez le vous voulez le tu? Tu peux me tutoyer. Parfait. On va faire ça. Parce que vous êtes un homme de mots, alors je vais faire quand même attention avec ça. Non, non. Mais je suis pas snob. Puis, Ben non, ça je sais. Je commence en disant bonne année parce que cet épisode va sortir pour le premier épisode de 2025. okay. Alors on est un peu dans le futur et on est dans le présent en ce moment. Donc, Okay. aussi simple que ça. Est-ce que vous aimez ça, ces festivités-là? Du temps des fêtes? Bah, ça permet de ramasser la famille ensemble. Mm-hmm. Puis, du côté de ma femme, moi, de mon côté, j'ai peu de famille. J'ai encore un cousin puis une cousine. Mes parents sont morts. Puis, Linda a une grosse famille et puis ça permet de les ramasser. C'est pas trop épuisant? Bon, non, mais c'est pas mal ma blonde qui se fait sa job, tu sais. Vraiment, elle aime ça, papoter, elle. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Par contre, elle est végétarienne, tu sais, fait que... Oh boy. Mais on va avoir de la viande, on va avoir de la dinde puis de la tourtière. Au quotidien, comment ça marche, ça? Tu réussis à manger un steak une fois de temps en temps? Ouais. Ben, c'est ça, là, on a découvert les steaks, les bavettes marinées sous vide, et puis... Ouais, tout ça. C'est parfait. Hier, je me suis fait du foie de veau, là. Puis, Parfait, ça. Ouais. Je suis content qu'on se rencontre parce que ça fait quelques fois que je le mentionne, le film, à l'émission. J'ai eu un immense coup de cœur pour ce film-là. Puis je pense que je suis pas le seul. Hein. La réponse a été bonne au Québec. Ouais. En fait, nous, on a eu un très bon bouche à oreille, mais on n'a pas eu la publicité à la télévision. Ce qui coûte très cher, là. Ce qui est quand même dans le budget. Etc. Alors, il y a des films qui ont eu de la publicité après avoir eu un bon bouche à oreille. Le distributeur, lui, comme c'est un film d'auteur, souhaitait avoir un demi-million de box-office, mais là, avec le ciné-club et tout ça, on se rapproche de 600 000. Ce qui est bon. Ce qui est pas pire pour un film d'auteur, ouais. Ce qui est pas encore moins évident ces jours-ci avec les cinémas. Est-ce que tu vas au cinéma des fois? Ouais, je suis allé voir Comme le feu avant hier. Ouais. Pas grand monde. C'est ça qui est tough. Moi, je trouve ça dur un peu. Moi, je vais beaucoup au cinéma. Okay. Puis c'est, évidemment, c'est tout un... Ça se transforme tellement en ce moment que des fois, j'essaie de continuer de m'encourager, que ça va bien, mais disons que c'est un peu... Faut pas trop... Mais là, avec Poilièvre, puis... ouais. J'ai l'impression qu'ils vont varger dans la culture pas mal. Là. Ouais, j'ai l'impression, moi aussi. En même temps... c'est un peu un combat, je pense. Faut continuer à se battre pour faire nos propres projets. En tout cas, en musique, moi, je peux dire que c'est ça, là. Qu'est-ce que tu fais actuellement en musique? Moi, je suis musicien, je joue de la musique classique. Moi, je suis dans un quatuor à cordes qui s'appelle le Quatuor Molinari. Je n'ai entendu parler, mais... Ouais, puis je joue aussi avec l'Orchestre métropolitain, avec Nénix de Séguin, puis... C'est quoi ton instrument? Moi, c'est l'alto. L'alto? Ouais, viola. Donc, puis même dans le milieu de la musique, je veux dire, il y a des immenses coupures, c'est super tough de faire sa place. Tout au niveau, oui, c'est ça, pour faire passer un scénario aux institutions, faut qu'il soit parfait. Moi, je me suis posé la question concernant tes scénarios. Parce que moi, je les ai toujours trouvés très éclatés, très originaux. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le cinéma et je vois tu sais, ils m'ont expliqué un peu le rouage, comment ça fonctionne. On envoie une draft, ils te renvoient des commentaires, Puis il faut modifier les choses pour que les institutions soient d'accord avec, je sais pas, ce scénario-là, ou peu importe. Souvent, il y a des sacrifices d'idées qui sont faits ici et là. Ouais. Moi, j'ai étrangement l'impression qu'à chaque fois que je vois tes films, je sens pas beaucoup de sacrifices tant que ça. Non. On a passé au deuxième dépôt. Au premier dépôt, ils nous ont dit pratiquement oui, mais ils trouvaient certaines scènes, pour employer leur vocabulaire, trop gore. Ah oui? Par exemple,
quand le matou Tu le prêtes, là? disait que je voulais tourner le disséquage du cadavre pour rendre ça encore plus gros. Mais je regrette pas le résultat qu'on a quand même. Non, ça fonctionne super bien. Ouais, Pour... ouais. Mais c'était à ce niveau-là. Sinon, c'était comme presque un oui, on voulait en dire revenez nous voir, puis faites les beaux garçons. Mais je présume, une fois qu'on a l'enveloppe, on peut un peu, pas nécessairement faire tout ce qu'on veut, mais on peut aussi essayer de manier les choses. Mais on a des limites économiques, c'est-à-dire, là, on s'est associé avec Roger Frappier, on avait un budget de 4,9, il voulait pas. En fait, notre budget, c'était au-delà de 6 millions. Et puis, comme notre compagnie produit mes films uniquement, il voulait pas aller plus que 4,9. Fait qu'on a appelé, j'ai appelé mon vieil ami Roger Frappier, puis j'ai dit, écoute, j'ai un film clé en main avec des bons rapports de lecture, on a besoin de toi pour monter le budget, puis pour en faire le film. Puis on s'est associé avec Roger avec Max Film qui est assez partant pour ce genre de projet-là. Ouais, en fait, il a lu le scénario, puis il m'est revenu le lendemain, puis il m'a dit, écoute, la quintessence de tous tes films, j'ai le goût de le faire. Fait que, cool. Ouais. C'est rassurant quand même. Ouais, puis ça, disons que ça a allégé les institutions. Du jour au lendemain, ils sont mis à être gentils que nous autres. Tant mieux. Moi, je vais te dire un truc. La première fois que j'étais en contact avec l'idée de tes films, je parle bien juste l'idée, j'avais 10 ans. Et ça m'avait comme un peu... Ça avait été un espèce de choc, parce que j'allais beaucoup au cinéma avec mon père. Puis... Qu'est-ce qu'il fait ton père dans la vie? Mon père travaille dans une usine. Mais il aime le cinéma. Il adore le cinéma. C'était sa grande passion. Puis moi, il me traînait une ou souvent 2 fois semaine, voir plein d'affaires. OK. Puis quand j'étais jeune, on était au cinéma, moi je viens de Joliette, on allait au cinéma Joliette et... T'as-tu connu le photographe Pierre David? Non. Ah, il était à Joliette. Ben, c'est un ami d'enfance à moi. OK. Mais là, il était à Joliette, mais il est isolé, il veut rien savoir de personne. Donc, c'est une bonne place pour ça. Ouais. Puis je me souviens qu'on rentrait dans l'allée du cinéma, puis il mettait des affiches des films à venir. Puis il y avait une histoire inventée. Ça, je me souviens, j'avais 10 ans. Puis l'affiche était comme... J'étais trop jeune pour comprendre qu'est-ce qui se passait sur l'affiche, mais les couleurs étaient belles. Je me souviens complètement de tout ça. Puis on rentre dans la salle, puis je pense, je suis allé voir un Indiana Jones ou quelque chose comme ça. Puis il y avait les bandes-annonces avant, et il y a eu la bande-annonce d'une histoire inventée. Et ça m'a été tellement une grosse confrontation, ce moment-là, parce que à la maison, mon père avait tous les vinyles de Jean Lapointe. Jean Lapointe qui était une espèce de chanteur tellement de bonne humeur. C'était toujours Monsieur Joie, puis j'adorais Jean Lapointe. Puis là, je le vois à l'écran, puis ça va pas bien. Dans ce qu'on voit on comprend que le personnage, ça brasse. Ouais, je pense qu'il vient de... Ouais, il fait croire qu'il revient de Cleveland. Ah ouais, puis là, ça brasse. Puis là, ça m'avait tellement choqué puis le concept de la réalité versus, bon, l'écran, tout ça. Et à cause de ça, pendant de nombreuses années, mais j'étais jeune aussi, je comprenais pas tout. J'aimais les cartoons, tout ça. Puis c'est juste vraiment plus tard, quand je suis arrivé à Montréal en 2002, puis là, en 2005, j'ai été allé voir les États-Unis d'Albert. Puis là, je me suis lancé dans ton cinéma. Puis là, j'ai comme compris tout cet univers-là. Une question que je me pose depuis longtemps, c'est... Tantôt, tu parlais de budget, justement, qui sont assez gros, assez élevés pour le Québec, mettons, pour faire un film. Ouais. Souvent, la plupart de tous les films se passent dans un passé, pas si loin, mais quand même dans le passé. Ce qui est extrêmement coûteux. Je me suis toujours dit, est-ce que c'est parce que c'est plus facile, justement, pour toi d'écrire dans une autre époque que faire dans un monde actuel? Parce que si c'était maintenant, faire un film maintenant, ça coûterait sûrement moins cher en termes de décor et tout ça. En fait, ma femme qui est ma productrice, puis avec qui j'écris mon prochain scénario, me dit, ce coup-ci, on fait pas de film d'époque, etc. Mais moi, c'est un peu absurde, mon affaire. J'aime pas les
le téléphone portable à l'écran. Et puis, Ah oui, j'aime bien ça qu'on puisse, qu'un professeur puisse fumer la pipe dans une classe de cours. Puis, c'est une question purement esthétique. C'est ça, je voulais avoir la boucane, puis pas de sel. Pas de calice de téléphone portable. Non. Qu'est-ce qui te dérange dans le sel? J'aime pas ça. J'en parlais plusieurs années à Guillaume Laurent, qui est le scénariste d'Amélie Poulain. Et puis, j'étais sur un jury avec lui, puis on avait eu cette discussion-là. Puis il revenait d'Israël, puis il m'a dit je veux mettre le téléphone portable dans mes films, puis moi aussi, je suis au centre cinématographique, de voir en sous-titre ce qui se dit. Et en ce moment, je veux dire, les portables sont dans tous les films. C'est vraiment c'est omniprésent, c'est un objet. Est-ce que t'en as un? J'en ai un téléphone portable parce que j'ai subi bien des pressions pour en avoir un. Mais je dois dire que c'est drôlement pratique, tu sais. Ouais. Ouais, mais je veux dire, il y aura un personnage de 89 ans qui a un téléphone mural, et puis non, je vais éviter quand même. J'ai réussi à éviter les portables sans problème, là. Donc ça, c'est une histoire contemporaine que j'écris actuellement à Canada. Ah oui? Ça s'appelle Harry Lala. A-R-I-L-A-L-A. Okay. C'est le prénom d'une petite fille qui est moitié noire, moitié blanche. OK. Hein? Harry Lala. Harry Lala. OK. Je trouve que ça sonne bien. Oui, c'est beau. Et puis, en fait, Harry Lala, c'est la meilleure amie de Aube, ma petite fille, qui est en 2e année. Est-ce que c'est dans la vraie vie, de vrai? Non, ouais. OK. Et ben, j'ai dit, c'est bien beau, ça, Harry Lala. Je vais appeler une petite fille Harry Lala. Puis c'est quelle nationalité? Je pense qu'elle est d'origine malgache, mais je m'en fous, tu sais. Oh non, j'étais juste curieux parce que c'est la première fois que j'entends ce nom-là. Ouais. J'aime ça quand ça sonne bien. Ouais, ouais. Puis donc, le personnage, ça va être une petite fille qui s'appelle Harry Lala. Oui, c'est ça. Elle fait avec des enfants. En fait, c'est le lien entre tous les personnages, mais et il y a aussi sa voix hors champ épisodique. Et puis, elle a écrit son journal, qui est un peu une chronique de la vie quotidienne, d'un gros bloc appartement qui est situé au fond de la rue Dufresne, près du cul-de-sac qui sépare la rue Dufresne de la rue Notre-Dame. OK. Et puis, ce qui est le fun, c'est que je pense qu'il y a 18 ou 24 unités dans ce bloc appartement-là. Puis t'as une cour pavée où les gens parquent leurs chars. OK. Et puis, c'est assez joli comme endroit, puis j'aime ça avoir de l'espace devant la location, là, comme tel. Quand t'es parti justement avec ce projet de Harry Lala et l'espace justement choisi, tout ça, c'était-tu des décisions avant l'écriture? J'ai choisi le lieu parce que à un moment donné, j'ai été voir un film, en fait, je pense, je sais pas si c'était pas l'eau chaude ou l'eau frette ou une histoire, mais je me souviens plus quel film. Puis mon preneur de son me dit ton film passe sur la rue Dufresne, puis c'est des projections gratuites. Fait que je suis allé voir ça. Pour le fun. Juste pour le fun. C'est monsieur April, très sympathique. Qui a une salle de 20 places à l'intérieur de son logement. Puis c'est le logement en question, je l'ai repéré en allant voir monsieur April. Okay. Il présentait un de mes films. Bon. Dans une toute petite salle privée de quartier. Une petite salle privée, mais il y a 20 places avec des cendriers.
Et il a acheté les vieux bancs du Théâtre Saint-Denis. Mais voyons, non. C'est assez particulier. Et ça m'a inspiré un personnage d'un monsieur qui a peut-être été monteur de film dans sa vie, puis que c'est un film bof, et puis il habite cet appartement-là où t'as beaucoup de logements, et puis il passe des films de temps en temps pour en chargeant rien, comme Monsieur April, pour puis M. April il est encore là, puis il fait encore Monsieur April, ça. lui, est toujours là, il fait ça, et puis j'ai intégré l'idée de la salle de cinéma dans Harry Lala. Wow. Mais ça, c'est un endroit un peu caché, un peu secret, juste pour les gens du bâtiment. C'est juste pour... Ouais, il est quand même suivi pas mal, Monsieur April. Puis les gens se ramassent chez lui pour aller voir les feux d'artifice. OK, ouais. Okay. C'est bien situé pour ça. Là. Ouais, c'est ça. Wow. Puis il fait une sélection, je présume, de s'il a fait jouer ton film, il fait jouer donc du cinéma plus... Ouais, il fait jouer surtout du cinéma de répertoire. Wow. Ben, je pense que ces initiatives-là vont commencer à se multiplier un peu tranquillement. Je pense que les gens ont pas le choix. Mais dernièrement, d'ailleurs, je sais que t'es allé au cinéma moderne faire un Q&A là, après. Ouais. Comment c'était? C'était-tu le fun? Moi, ouais, c'est toujours. Les Q&A fonctionnent toujours parce que j'ose dire que le film est assez aimé, tu sais. Puis, ouais. Je remarquais, comme je revenais à Jean Lapointe tantôt, que ça m'avait comme frappé un peu un rôle un peu... C'est un rôle de Shylock. Ouais. Un rôle dur. Ben, c'est pas, non. Ça, le Shylock, c'est dans Auclair. C'est ça. C'est dans l'eau chaude, l'eau fraîche. OK. Mais, puis je repensais à Éric Bruno, justement, à Babounet, puis je me disais, c'est quand même assez incroyable, que lui qui a tellement une image un peu parfaite dans soit à la télévision, soit au cinéma québécois, qui a accepté un rôle comme ça, puis je t'avoue que, écoute, on peut pas le détester davantage, je veux dire, il est épouvantable, ce personnage. On aime le détester. On aime le détester, ça c'est vrai, on aime beaucoup le détester. Sa fatalité nous fait étrangement, énormément plaisir. Un bon moment dans le film. Moi, j'étais tout le long du film, j'étais fasciné de me dire, OK, il a accepté. Puis je sais que tout le monde souhaite tourner avec toi, puis je pense pas que tu as eu grand refus d'acteurs pour tes projets, là. Ça me surprendrait. Mais quand j'ai commencé à faire des films, quand j'ai fait Bar Salon, j'avais 25 ans. C'est mon deuxième long-métrage. J'ai fait un premier long-métrage amateur qui s'appelle Le Retour de l'Immaculée Conception. Puis, Bar Salon, on l'a fait avec 58 000 $. C'était un programme de la SDIC, la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne, la SODEC n'existait pas. Et puis, on l'a fait avec 58 000 $. Les comédiens professionnels ont investi leur salaire, puis j'avais pas les moyens d'avoir un cast complètement professionnel sur Bar Salon. Donc, c'était mélangé un peu. Ouais. Mais aujourd'hui, quand justement... Moi, le fait qu'Éric Bruno a accepté ça, je me disais, c'était comme un rôle quand même un peu risqué. Mais Éric a aimé ça, jouer là-dedans. Ah oui, il aimait ça, faire ça. Ah, il a trippé à l'os. Mais il est parfait. Mais c'est un acteur, tu sais, je veux dire, lui, il a pas... Éric, c'est un gars brillant, il a pas d'image à protéger, tu sais. Je me suis quand même posé un peu la question. Pas qu'il y a toujours les mêmes rôles, mais tu sais, il est tellement un garçon bien aimé, là. Mais il reste beau gosse quand même. Oh, je sais. Je voulais que ça soit un beau gosse, moi, pour jouer ça, tu sais. C'est épouvantable. Il y en a que j'ai lu quelque part, quelques personnes dire, Forcier règle ses comptes avec l'Église catholique. C'est pas vrai. Moi, je pense que c'est faux. Non, d'abord, je suis chrétien. Je suis pour la séparation de l'Église et de l'État. Tout simplement. Parce que il y a toute cette histoire-là que je me rappelais, que j'avais lu quelque part d'ailleurs, sur ton premier... tu
sais, c'est un père, c'est... comment il s'appelait? Celui qui t'a aidé à faire un premier film. Mais Gilles Carle m'a aidé beaucoup. Gilles Carle, oui. Ah, Père Olivier, qui était... Le Père Olivier, oui. Père Olivier qui avait aidé. Ça loin, hein. Père Olivier qui... il vit encore, mais il est très vieux actuellement. Ah oui? Puis il est défroqué. Puis... Ah ouais? OK. Ouais. Puis c'est un jour, il avait fourni à toi puis à ton ami une vieille caméra, des bobines de film, $100 cash, une caisse de 12 de Molson. Ouais, c'est parce qu'on était... Moi, j'ai fait, tu sais... Il n'y avait pas de maternelle, fait que j'ai fait les 7 années du primaire, puis j'ai fait mon cours classique. Mon élément latin au séminaire de Saint-Jean, puis j'aimais pas ça pensionnaire. Puis j'ai été récupéré par les franciscains de Saint-Axe à Philodie. Et puis et les franciscains ont été très bien. J'étais un conventum, puis jamais on a eu les gars, on se parlait, jamais on était abusé ou sollicité par les franciscains. Alors pourquoi, dans ce film-là, oui, il est question d'abus. Il est question d'abus sur plusieurs niveaux, si on peut dire ainsi. Pourquoi t'es allé jouer là-dedans? Je voulais... bon, d'abord... il voulait mettre de la fumée, puis je voulais pas avoir de téléphone portable. Fait que j'ai pensé à mon oncle Marcel, qui était le mouton noir de la famille Forcier, le frère de mon père. Et puis, lui, ce qu'on disait tout le monde à Noël, puis jour de l'an. Ah ouais? Je sais pas s'il était athée ou agnostique, mais il prônait la séparation de l'Église et de l'État. Et, bien avant qu'on en parle. Là. Bien avant qu'on en parle, je te parle de la fin des années 50, là, à peu près, aussi tu le filmes. Et j'ai trouvé que ça pourrait faire un joli film, cette époque-là. Ouais. C'est tout. C'était comme c'était ça, l'idée de base, l'inspiration venait de là. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Puis tous ces mots, tu sais, après, il y en a aussi qui ont commencé à dire, tu sais, ça faisait des... Dans le film, on pensait au refus global. Ben, en fait, une allusion au refus global, oui. Entre autres avec ce livre-là, ce livre interdit. Ouais. Qui était un mélange, mais qui était aussi dans cette époque-là, si on peut dire. Ben, c'est 48, le refus global. Le film se passe. Ouais. La première scène en 56, le reste en 57. Exact, c'est ça. Tantôt, tu parlais de Harry Lala, qui va être un peu une narratrice, qui va être un pivot, si on peut dire, dans le prochain film. Bon, le lien entre tous les personnages qui habitent ce bloc appartement. Dans Babouiné, on avait un petit garçon assez formidable. Ouais. Qui était aussi en lien avec ça. Rémi Brideau, que je connaissais pas, qui est littéralement parfait dans le film. Dès la première scène, quand il nous regarde, puis qu'il nous dit accroche-toi, c'est une belle ride, j'étais charmé que je l'ai trouvé. On prenait toute une chance en disant au spectateur, on va te donner une maudite belle ride, parce que si le film avait été plate, on serait fait ramasser. Ouais, mais en même temps, je trouvais que le fait qu'il revienne à la fin. Ouais. Puis toi, aimes ça, la poésie. Puis toi, t'aimes ça, c'est super émouvant. Puis puis aussi le fait qu'il... Voilà, je veux pas vendre des punchs. Allez voir le film, puis après écouter le reste de la conversation. Tout le bout, quand il commence à dire que c'est le ragoût c'est le ragoût de boulette qui l'a sauvé. En fait, c'est une dame qui l'a adopté. C'est ça, exactement. Elle a l'âge d'être sa grand-mère, donc... mais le fait que lui, dans sa tête, c'est le ragoût, mais il sait pas que le ragoût... Dans le film, je pense que lui, il sait pas que le ragoût... La provenance du ragoût. Non. Il y a juste le spectateur. Il y a juste nous qui Il y a juste le spectateur, Delima, puis... ouais, c'est tout. Ouais, à part ça, non. Ça, je trouve ça formidable. Ça, je trouve ça... C'était comme... Tu sais... Il dit, l'oratoire va faire rentrer, m'a pas guéri, mais le ragoût de boulette de ma grand-mère, oui, tu comprends ça? Puis, je trouvais drôle parce qu'en même temps, c'est ça, il y avait quand même un mini clin d'œil d'affection par rapport à ces espèces de croyances religieuses, justement, c'est à cause de cette scène-là, je me suis dit, en même temps, ceux qui pensent qu'il règle ses comptes avec la religion catholique, non, parce qu'en même temps, il y avait un petit clin d'œil de dire que ces espèces de
on peut dire légende, tu vois, dire ça, légende pour le frère André, c'était un peu chaud, dans une certaine façon. Ben, c'était quand même des faits, c'est arrivé, mais je veux dire des croyances, on va dire ça, plus croyances. Mais moi, j'avais le foie trois quarts cirrhosé. Je suis un alcoolique qui pratique plus l'alcool. Tu ne pratiques plus l'alcool? Non. Je vais prendre mon jeton de 3 ans le 18 février. Et puis... 3 ans le 18 février? Ouais, le 18 février, ça va faire 3 ans que je bois pas. Eh, bravo. Comment ça se passe? Très, très bien. Mais j'ai été au CHUM, ça m'a aidé. J'ai eu un bon médecin au CHUM. OK. Et puis c'est devenu mon médecin de famille, parce que j'avais perdu mon médecin de famille. OK. En même temps, donc, il fait un suivi. Ouais, mais j'ai des médicaments pour me décourager à boire, puis il me dit des accélères, on va essayer de te libérer de ça, parce que il voit bien que j'ai plus le profil du buvard, en tout cas. J'ai le profil de l'alcoolique, mais pas du buvard. De récidive, tu veux dire? Ben, non, c'est-à-dire, oh non, écoute, chez nous, il y a du vin pour les invités. Ça te dérange pas trop? Ça me dérange absolument pas. Wow. Ça me dérange absolument pas. Ben, tant mieux. Parce que ça peut Puis là, je fais être des tough. meetings une fois par semaine. Comment tu trouves ça, les meetings? Bon, moi, meeting que je vois, c'est la joie, puis c'est là où se ramassent à peu près tous les artistes alcooliques du Québec. C'est un bon meeting. Il y avoir des pas pires histoires. Ouais. Ça, c'est certain. Ça reste là, évidemment. Tu peux pas aller t'inspirer de ça pour quoi que ce soit, mais... Non. Mais quand même, ça demeure... Ouais, mais tu te reconnais dans le partage en alcoolique, quand même. Ouais. Quand t'es alcoolique. À Babounet, tu l'as pas écrit ça, avec l'alcool? Un peu. Oui, mais j'ai trouvé la fin sobre. Tu trouves la fin sobre? Moi, je trouvais pas la fin. Et puis quand t'as arrêté, tu l'as trouvé? Ouais. C'est fou, ça, hein? Je pense pas que l'alcool donne les idées. J'avais l'impression que l'alcool t'allégeait, pouvait t'inspirer. L'ivresse? L'ivresse? Mais pas vraiment. Pas tant. Ben là, le prochain qui s'en vient, il va être écrit entièrement sans alcool. Absolument. Puis, justement, ben, même alcool ou pas alcool, on s'entend un scénario où on frappe des murs, sûrement, une fois de temps en temps. On frappe des nœuds. Puis dans ces temps-là, maintenant, pour désamorcer ça, est-ce que tu as changé un peu ta technique pour écrire? À cause depuis que tu bois pas? J'ai pas vraiment changé ma technique, sauf que là, j'ai l'histoire de tous les personnages, et puis j'écris directement l'enchaînement séquentiel, c'est-à-dire on a pris des notes, on a demandé des argents à Téléfilm Palasodec pour pouvoir écrire un scénario, on n'a pas de réponse encore, et puis là, j'attends pas d'avoir des subventions pour écrire. Et puis, je me garoche sur l'enchaînement séquentiel, le Saint-Lazare. C'est plus sain d'esprit de faire ça comme ça, je pense. Moi, je l'écris. Pas comme Woody Allen, quand même. Woody Allen, lui, il paraît quand il commence à écrire un scénario, il sait pas où il s'en va toujours quelque part. Ouais. Mais moi, non, T'es-tu comme lui? Sur ça, je m'explique. T'as vu le documentaire qu'ils ont fait, là, une espèce de 3 heures sur Netflix, je pense? Je l'ai pas vu, malheureusement. Puis j'adore Woody Allen, puis là, il est boycotté partout. Puis t'as pu avoir du Woody Allen sur Netflix, toi? Non, sûrement pas, parce qu'il est boycotté. Mais le documentaire, je pense qu'il est encore présent parce qu'il a été produit par Netflix. Mais ça fait longtemps. Il a été produit par Netflix? Oui. Je vais essayer de le trouver. Puis ça, je l'ai écouté 3 ou 4 fois parce qu'il y a vraiment des bonnes scènes d'entrevue. Puis il y en a une qui m'avait bien marqué sur le processus créatif. Puis à un moment donné, ils vont dans sa chambre, puis là, il dit quand c'est le temps de faire un film, je vais à mon tiroir, là, il ouvre son tiroir. C'est juste des post-it jaunes, mais comme une pile. Il sort toute la pile, il la garoche sur le lit,
Puis il dit, bon, ben là, je vais en prendre une. Puis il dit, bon, c'est l'histoire d'un petit, il aimait bien la magie, à un moment donné, il était stické là-dessus. Bon, c'est un magicien qui fait ta. Puis là, il dit, je prends cette idée-là, il dit, je fixe le mur pendant quelques minutes, puis à un moment donné, je fais, ah, ouais, puis là, et puis ça commence à se dessiner. Puis là, il dit, je commence Mais tu sais, je prends écrire. des notes, ou bon, moi, je suis pas techno, mais je fais Facebook, puis je vais sur l'actualité, puis à un moment donné, j'ai vu une face d'un gars qui avait le visage ravagé par le zona, il y avait même le zona dans l'œil, et j'ai trouvé ça intéressant qu'un acteur comme Éric Bruno, je pense à Éric pour le rôle, attrape le zona et perd des contrats, et aille se cacher chez son père, qui a une petite salle de projection dans son Monsieur April. Son père, ça devrait être Rémi Girard. Curiosité, parce que là, tu viens de nommer ça, puis c'est quelque chose que je me suis beaucoup posé comme question. Encore une fois, par le fait que bien des gens avaient joué dans tes films, quand t'écris, là, tu viens de nommer ces deux acteurs-là, est-ce que t'écris en pensant à des gens précis? Ouais, oui, la plupart du temps, j'écris en pensant à des gens précis. J'écris pour Gaston Lepage. Là, je vais écrire pour Éric Bruno. Est-ce que Éric est au courant? Oui. OK. La plupart sont au courant. J'étais au courant, puis Céline Bonny était la première de mon film, puis j'ai dit, là, je t'écris un rôle, puis t'es mieux de le faire, là. Puis, oui, n'importe quand, Marc-André, je vais le faire, là, parce qu'on est très occupé, tout ça. Mais j'ai écrit un rôle pour elle. C'est plus facile à imaginer? Non, je trouve que c'est une comédienne extrêmement puissante. Oh non, je parle pas de Céline, je parle en général quand t'écris en pensant à ces gens-là. Mais moi, ça m'aide à écrire. Ouais, parce que tu connais ces personnages-là. Tu connais l'ampleur du jeu. Tu prends comme Donald Pilon a un rôle dans le film. Oui. Un rôle assez important. Je sais qu'il y a des gens qui prennent pas Donald Pilon au sérieux, mais moi, je trouve que c'est un grand acteur. Ah, bien la fête, là. Ouais. Et puis, il fait un monsieur de 89 ans qui est le propriétaire des 24 unités de cet immense bloc appartement. OK, là. Donc il sera présent, là. Ouais. Et je m'inspire de la vie des gens des fois. C'est-à-dire que Donald, c'est ce qu'il faisait jusqu'à l'âge de 30 ans? Aucune idée. Non? Okay. Il était dans les maritimes. OK. Puis il vendait des robes, des vêtements féminins pour des femmes. OK. Et puis, dans des bleds où t'avais pas de magasin. Fait qu'il fonctionnait par catalogue, puis il y avait des échantillons. OK. Et puis, il m'a dit qu'il a fait beaucoup de fric. Et puis, et là, j'ai le cœur de repérer. Puis il s'est mis à investir dans l'immeuble, puis il s'est mis à faire du cinéma en même temps. Mais voyons donc. OK, il a commencé à acter tard. Il a commencé à acter à 30 ans, finalement. Puis c'est genre autodidacte, c'est cette époque-là que les gens... Non. Il a suivi... autodidacte. Wow. Il est-tu fin? Il est-tu fin à travailler? Il est gentil, comme tout. Ouais. Il m'appelle souvent. On peut-tu parler de Gilles Carle un peu? Ah oui, absolument. Tu disais, oui, ça aussi, je l'ai lu, que Gilles Carle t'a beaucoup aidé dans les débuts. Ouais. Et par après aussi, vous êtes resté... Ah, oui. Mais évidemment, à un moment donné, la maladie m'a emporté, là. Ouais. Mais, non, un exemple, je sais pas si t'as vu Au clair de la lune. Ben oui. Bon. Ouais. Alors, là, ça reposait surtout sur deux acteurs, Michel Côté à son premier film, qui était en train d'écrire un collectif qui s'appelait Beau. Et ah oui, c'était exactement à cette période-là. Ouais, parce que le film a été tourné en 78-79. Mais sorti en 83. Mais le matériel a été tourné en 78-79. Pourquoi ça avait pris tant de temps? Bon. Moi,
à un moment donné, on m'invite à postuler comme réalisateur de fiction à l'ONF. OK. Puis, j'ai dit pourquoi pas, mais j'ai un film qui est à 90% tourné et où j'ai pas assez de matière pour raconter l'histoire. OK? Alors, moi, je déteste les voir, les flashbacks, pas les voir au champ. Ah oui. Les flashbacks au cinéma. Puis là, je m'en vais voir Gilles. Puis j'ai dit, Gilles, je suis obligé de faire un flashback, puis j'ai ça. Il dit, André, il dit, les plus beaux flashbacks sont faits par ceux qui les détestent. Fait que là, j'avais mon kitsch. Fait que j'avais l'idée de tout ramasser ça avec le Bois-Archamp, parce que le Bois-Archamp n'était pas dans le scénario. C'est Bernard Lalonde, les producteurs, et moi, qui l'avons écrit. Oui. Et qui avons tout restructuré le film en fonction de cette Bois-Archamp-là. Mais, quand je suis rentré à l'ONF, il y avait quand même un assemblage. Puis, M. Garand, qui était directeur de l'unité française de l'ONF, adorait le matériel, puis il dit, on va c'est simple, on va le coproduire. Sauf qu'il y a eu un lobby de cinéastes, des maisons de services du privé, de cinéastes du privé, qui trouvaient ça indécent qu'un film du privé soit terminé OK. à l'ONF. Et il y avait même un lobby auprès de certains réalisateurs de l'ONF qui trouvaient ça indécent que l'ONF récupère le privé. C'était la bataille du privé. Et comme il y a eu la bataille des Moviola et des Steenbeck, mais ça, c'est une autre affaire. C'est un autre débat. Et puis, donc, la situation devait se régler de semaine en semaine. Ça négociait. Puis, il y avait un tel lobby de part et d'autre que moi, j'ai été en attente pendant 2 ans et demi avant de pouvoir toucher au matériel. Puis il y avait un gars qui a des couilles qui s'appelle Jean Fortier, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. C'est lui qui a rentré les ordinateurs au Québec. C'était le président de la Société de mathématiques appliquées. Et Jean Fortier a pris la tête de la SODEC, mais ça s'appelait d'un autre nom à l'époque. Il a regardé l'assemblage, il dit, c'est un très beau film, là. Je l'ai arrêté de le niaiser. Il a mis son poing sur la table, c'est un gars assez impressionnant. Il a dit, là, câlisse, je veux plus entendre parler de vos hosties de chicanes. Fait que là, j'ai eu mon OK pour faire le film. Je l'ai eu en 82. Wow. Puis c'est pour ça que... Et là, c'était épouvantable parce que j'essayais de développer un projet. Je pouvais pas développer de nouveaux projets. J'avais ce film-là dans la tête. Et puis on me disait de semaine en semaine que ça allait se régler. Donc c'était vraiment infernal. Donc le film a été tourné en 78-79. Wow. On avait breaké entre Noël et le jour de l'an. Et puis c'était tourné dans un hiver très froid. Là. Et les deux comédiens, la raison du dépassement, c'est que les deux comédiens ont été malades. Parce que les scènes d'auto, par exemple, parce que Sœur Alberta amène l'électricité dans le char, et puis ils doivent pas faire de buée. On s'était chauffé. Mais il faisait 30 sous 0 dehors. Puis on avait un petit cagibi dans le char pour tourner les scènes à l'intérieur de la voiture. On avait enlevé les portes, etc. Et dans le cagibi, il faisait en haut de 100 degrés Fahrenheit. Puis à l'extérieur, il faisait moins 30. Puis dans le char, les gars étaient corrects, il faisait peut-être 80. Et écoute, donc, Côté était malade.
les assurances sont payées. L'écuyer a été malade, les assurances sont pas payées en prétextant que Guy était alcoolique et que sa crise cardiaque était due à son alcoolisme. Donc, c'est pour ça qu'on s'est ramassé avec un film où le tournage n'était pas terminé. Et l'idée là, je le dis de même, personne ne s'est aperçu que la voix hors champ n'était pas incluse. À part toi. À part moi, Bernard Lalonde, puis les Péfieux. Moi, je l'ai dans l'entrevue, ça, déjà. Puis une fois que l'assemblage a été fait, la voix hors champ était intégrée, tu as écouté le film, ça te fait-tu encore grincer les dents? Ben, tu sais, il paraît que tout arrive jamais pour rien, là. Puis, je suis sûr que la voix hors champ amène beaucoup au clair de la lune. Ouais. Je peux me tromper, mais je pense que ça amène beaucoup au clair de la lune. Oui, non, ça marche. Et puis, mais tu vois, tu me le racontes. J'aurais pas mis la voix hors champ si j'avais eu tout mon matériel pour monter le film. Des fois, c'est super tough regarder les œuvres du passé qu'on a faites. Ouais, puis d'ailleurs, je suis incapable de revoir mes films, là, t'sais. Je me demandais ça, justement. Parce que tantôt, tu as dit que t'étais allé au petit cinéma parce que présenter un de tes films. Puis ça, c'était cool. À Babouiné, je suis capable. Lequel? À Babouiné, je suis capable. T'es capable en ce moment de le regarder? Ouais, peut-être que j'ai la coin plus dur encore. Mais tous les autres films encore, c'est que tu vois genre les défauts, les affaires que tu fais. Mais j'ai regardé Barcelone l'autre jour parce qu'ils me demandaient un extrait de Barcelone, je sais pas trop quoi, là. Puis, tu sais, pour certains rôles, j'aurais aimé ça, avoir des acteurs professionnels, mais je pouvais pas les avoir. Non, mais pour le rôle de la femme dans Barcelone, pour le rôle de la femme de Charles Méthode, c'est Guy Lécuyer, j'ai interviewé 10 femmes qui pouvaient avoir l'âge du personnage, 10 comédiennes. Et puis, moi, je posais des questions aux comédiennes, savoir, bonjour madame, d'où est-ce que vous venez? Est-ce que vous venez de la campagne? Vous venez de la ville? Tu sais, je posais des questions. Ouais. Et là, j'ai eu une plainte de l'Union des artistes comme quoi je posais des questions trop personnelles. Et c'est arrivé la même chose avec les jeunes actrices. Il y en a qui l'ont regretté parce que j'ai pris une actrice amateur, Madeleine Chartrand, qui s'est débrouillée quand même. Mais j'avais une panoplie de jeunes actrices. Mais à 25 ans, moi, j'avais l'air d'un enfant de 19 ans. Écoute, quand j'ai eu un prix à Sorrente, les mains de Vittorio de Sica, la salle s'est levée, puis ils m'ont applaudi, puis ils disaient « Bambino, Bambino ». Écoute, à 27 ans, j'étais à Cannes avec l'eau chaude, l'eau frette, puis une revue canadienne de cinéma. Alors, il y a une photo groupant quelques personnes. Je pense que Werner Herzog est là, je suis là. Et puis, il nomme tellement, puis il dit « And a boy ». Le boy, c'est à moi. And a boy. T'aimes ça? T'aimais-tu ça, voir la jeune? Ben, tu sais, j'ai été écarté jusqu'à 27 ans, tu sais. Ben ouais. T'as encore une belle chevelure. J'envie un peu ça. T'as encore... Mince un peu, j'en ai perdu pas mal. Y a-tu des acteurs, des actrices avec qui t'as pas encore travaillé, avec qui t'aimerais travailler? C'est une maudite bonne question. J'ai pas de rôle pour lui pour le prochain, mais un gars comme Paul Amarani. Ah oui. Ouais. Il est écœurant. Ouais. Il peut faire n'importe quoi, ce gars-là. Ouais. Sinon, je pense à personne d'autre en particulier. Non. Il y a toute une relève. À chaque année aussi, il y a toute une nouvelle génération d'acteurs, d'actrices qui s'en viennent. Ouais. Ce qui est tellement... c'est quand même fou. C'est tough. C'est un tough métier quand même, faire sa place dans tout ça. Là. Ouais. Toi, le hasard, tout ça, tu
sais, quand je regarde ton cinéma, il y a quelque chose d'extrêmement féerique, quelque chose de magique, où justement les notions de... Ben, les gens souvent parlent de fantaisiste ou je sais pas trop, et moi, c'est surtout le hasard qui m'impressionne un peu là-dedans, tu sais. Est-ce que tu crois vraiment... Toi, tu crois-tu réellement au hasard, à toutes ces situations-là? Ou c'est plus quelque chose qui appartient? Je crois aux conjonctures. Aux conjonctures? OK. Ouais. Par exemple, dans mon prochain film, j'ai un rôle pour France Castel, un rôle important, qui fait il va avoir porté des prothèses. Elle fait une femme de 103 ans. OK. Qui se promène dans une Mustang 65. Héritée de son ex-mari. Et son fils est un agent de sécurité, Gaston Lepage, etc. Et puis c'est un agent de sécurité qui a pas de gun, tu sais. Mais la vieille aime tellement son fils qu'elle dit « Tu devrais pas police, tu devrais avoir un gun. » Donc là, on va voir un pusher de fentanyl. Oh boy. Puis elle achète un gun. Parce que le pusher de fentanyl ressemble étrangement à son ex-mari, dit-elle. Donc, et elle me disait, j'ai dit à un moment donné, t'achètes tu fais venir un tailleur qui prend les mesures de Gaston pour lui faire un habit de police montée, le bel habit rouge de police montée, l'habit de gala, là, etc. Fait que puis là, il achète un gun. Mais tu sais, Gaston est pas stupide là-dedans, tu sais. Il voit ça arriver. Mais donc, elle me disait que parce qu'elle m'a appelé et elle a dit « J'espère que c'est vrai que t'as un rôle pour moi. » J'ai dit « Oui, c'est pas mon du personnage. OK, c'est correct. » Et puis, j'ai dit « T'achètes un habit de police monté à Gaston. » Puis France m'a dit « C'est bizarre. Moi, j'ai acheté à tous mes gars un habit de police monté quand ils étaient petits. » OK. C'est quand même drôle, ça. Ouais. Donc, donc c'est pas des hasards. C'est ça, on appelle ça. C'est comme des accointances, je sais pas. Des accointances, ouais. Quand même cool, ça. Ça arrive souvent? C'est inspirant, ça. Ça arrive souvent. C'est déjà arrivé. Tu sais, j'essaie de pas me répéter, mais des fois, je me répète sans m'en apercevoir, puis là... Quand t'écris, tu veux dire? Moi, ma blonde me dit, non, ça, écoute, t'as déjà fait... C'est comme... Ah oui, elle met le doigt dessus. Harry Lala, elle a écrit la chronique de la vie quotidienne de tout ce monde-là. Là. Okay. Mais elle écrit pas sur une machine de même, elle écrit sur... À la main. À la main. Dans un gros cahier. Et puis... un moment donné, je dis à Linda, pour faire plaisir à sa mère, Gaston Lepage passe la bonne femme à 103 ans, mais elle n'est pas sénile, mais dans un autre temps. Et puis, un attachement tel à son fils que quand il donne le biberon. Et puis là, là, elle me dit, oui, mais dans Embrasse-moi comme tu m'aimes, t'as un comédien qui boit le biberon policier. Et puis, j'ai dit, ouais, je peux pas faire ça, probablement. Tu sais. Mais ça, c'est que là, je flirte avec une idée, puis je sais pas si je vais la garder. Mais c'est que Harry Lala écrit interrelation directe avec
tous les personnages du film. Mais elle écrit des choses, c'est-à-dire que ça pourrait être dans l'esprit d'Harry Lala, qui invente des récits. OK. Que Gaston ait un biberon dans la bouche, tu sais. Mais là, comme j'ai déjà fait ce que je vais le faire, ils vont me dire que je me répète, tu sais, bon. Ouais, c'est Et ça. j'essaie de pas me répéter. Et ça, c'est pas grave, écoute. C'est le fun de t'écouter parler d'un prochain projet, t'as le sourire, ça t'allume full. Ouais. Je me demandais, dans la... Mais ça m'angoisse écrire. C'est Sur là, un plateau, je suis en forme. Et c'est là que je m'en allais. Dans toute la production de films, de A à Z, le fun, il est où? C'est dans la production, c'est sur le plateau? Dans la réalisation. C'est là que t'as du plaisir le plus? Dans le montage, dans toutes les étapes du cinéma. Mais j'aurais de la misère à écrire à partir d'un roman. Adaptation, là, tu veux dire? Je peux être simpliste, là. Mm-hmm. Je vais l'être à outrance. Mais je peux adapter un bon roman en 3 mois. Tandis que je vais écrire un bon scénario en 3 ans. C'est la moyenne au bâton? Ouais. 3 ans. C'est une bonne moyenne. D'habitude, Ouais. aux États-Unis, ça prend 5 ans et 7 mois, un scénario. C'est ça la moyenne? Apparemment. Ouf. Ça, c'est ruminé longtemps, c'est même idée. Ouais. C'est pas tellement payant, le cinéma d'auteur. C'est correct, là. Tu sais où je reste, là? Ouais, c'est beau. Une maison ouvrière, là, tu sais. Oh, ouais. C'est pas une maison bourgeoise du Longueuil. Non, en effet. Mais je me reconnais beaucoup là-dedans, disons que je vis dans les mêmes quartiers. OK. Dans quel quartier tu vis? Ah non, mais dans les mêmes quartiers. Je vis à Montréal, je vis sur le plateau Mont-Royal. Mais, on vit dans une affaire extrêmement minuscule. On est 4, c'est serré, ça, comme, on a 2 enfants, ma blonde, qui est violoniste aussi. OK. Bon, nous, on est, écoute, tassé de même, mais c'est la grande joie dans ces lieux-là. Tu sais, quand on a fait l'autre chose, là, Fred, on l'a fait en plein plateau Mont-Royal. Et puis, c'était pas gentrifié à ce moment-là. Et puis... J'habite là. Rachel Saint-Denis. Rachel Saint-Denis? Moi, j'habite Rachel Berry. Ben, moi, c'est mon quartier. Rachel Berry, OK. J'habite là. Ben, moi, tout ce coin de rue-là, puis de Rachel Saint-Denis, encore des fois, j'en viens pas que c'était tourné à cet endroit-là. Puis ça, c'est un joli endroit. Moi, en fait, l'idée, c'était je passais par là, puis j'ai dit, ce serait le fun de faire un film où des exploités fêtent leur exploiteur. C'est un peu une métaphore du Québec. Mm-hmm. Et puis, de là, est venu le Shylock avec ses 2 femmes, etc. Ça avait-tu choqué à l'époque? Ben, ça avait choqué un critique de Toronto qui avait fait un article vitriolique en disant que c'était une gang de dégénérés. Ça te fait-tu rigoler cette affaire-là où t'es pris en personnage? Je suis curieux par rapport à la critique. Ça me fait rigoler. Ouais. Ça me fait rigoler. Après, le gars s'est repris quand il a vu une histoire inventée. Mm-hmm. Là, il s'est repris, il a trouvé ce film merveilleux, puis là, c'était beaucoup plus léger. Est-ce que j'avais l'impression de faire ça en bas de la ceinture quand on faisait une histoire inventée, tu sais. Ouais. Est-ce que tous les gens qui font des analyses de tes films, il y en a là, qui écrivent là-dessus, pas tout, hein. Des articles. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que tu t'essaies de pas trop être proche de ça parce que des fois ça peut comme. J'essaie de prendre une certaine distance avec ça, effectivement. Ouais. Parce que tu veux pas que ça aille justement affecter sur la création. Non. Moi, on a gagné des prix du public, puis c'est le fun, ça. Ouais. T'es un homme de cinéma. T'es un homme de cinéma d'auteur. Sûrement t'as eu des offres différentes. Ben, je sais pas si c'est vrai, mais tu sais, parce qu'aujourd'hui tout le monde va vers la télévision. Ouais. Est-ce que c'est, je présume, je connais. J'ai eu un téléphone une fois, puis le gars devait m'appeler, puis il m'a pas rappelé, mais comme je défends le cinéma d'auteur, je pense que le cinéma, faut l'écrire pour le cinéma. Il y a des bons films qui peuvent se faire
partir de l'adaptation d'un roman. Mais dans un roman, ce qui fait la qualité d'un roman, c'est pas l'action, c'est des considérations morales de l'auteur sur ses personnages, voire même des descriptions de paysages. Ouais, c'est vrai. Tu sais? Fait que c'est dur écrire pour le cinéma. C'est plus dur écrire un film qu'écrire un roman. Mais là, je suis simpliste. Là. Ouais, je comprends. Parce que t'as une description prosaïque de l'action, le dialogue, des fois une annotation sur le dialogue, anxieux, colérique, etc. Mais dans le fond, le contexte dit le ton. C'est rare que j'utilise ça. Puis, c'est aussi drôle que de lire une pièce de théâtre. Puis moi, j'ai de la misère à lire une pièce de théâtre. Ah ouais? Moi, j'aime quand même ça. Hein? J'aime quand même ça. Quand j'étais ado, je tripais là-dessus. J'adorais ça. Okay. Je sais pas pourquoi. Du Tchekhov, des affaires de même. Je trouve ça le fun à lire. OK. Mais un scénario de film aussi, c'est le fun. Moi, j'aime ça, lire un scénario de film. Ouais. C'est assez agréable. Toi, est-ce que t'en lis des autres des fois pour conseiller ou... Ben, j'ai 2 ou 3 élèves que j'aide comme ça, des fois, à qui je donne du feedback sur leurs affaires. Mais j'essaie pas d'imposer mes idées. Puis je le fais gratuitement aussi. De redonner un peu. Le concept de mon podcast, j'avais pas le temps de tout expliquer, ça s'appelle la prescription, c'est que souvent je rencontrais des créateurs comme toi, des gens de différents milieux. Puis je veux savoir un peu s'ils peuvent me faire une prescription. C'est-à-dire, s'il y a 2-3 œuvres qui pour toi, qui sont pas de toi, mais qui sont comme des œuvres de chevet, un livre, un film, des choses qui t'ont forgé, qui t'ont changé comme créateur, qui t'ont affecté positivement et que tu aimerais partager. La Talente de Jean Vigo, Strangers in Paradise de Jim Jarmusch, et puis Drugstore Cowboy. Drugstore Cowboy? Ouais, c'est Drugstore Cowboy, je pense que je vais ben, j'ai toujours eu ça. Gus Van Sant. Ok, oui, ok. Mais je m'attendais pas à Stranger in Paradise de Jim Jarmusch, qui est tellement bon. Ouais. Est-ce que tu suis un peu sa carrière à toutes les trucs qu'il fait? Non, pas trop? Je dis pas beaucoup. Je suis un peu casanier, tu sais. Tout le monde est bienvenu ici, là, mais... Ouais. Mais les cocktails, tout ça, j'y vais quand je suis obligé. Ouais, je comprends. Mais le cinéma actuel, tu continues à suivre? Oui. Comment tu le trouves? T'es pas trop ennuyé? Moi, je veux dire, mon point de vue, c'est que depuis la pandémie, je trouve que le cinéma est devenu relativement un peu ennuyant en général. On dirait que je sais pas si c'est à cause qu'il y a eu un frein des productions, tout ça, puis des récupérations d'idées, tout ça. Mais il y a des beaux films qui se font. Il y en a des beaux. Moi, j'ai bien aimé Mamie, par exemple, Mamie de Laurent. Il y a des très beaux films qui se font. Je sais pas, là, je vais aller voir Berger, là. J'ai pas. Ouais, c'est bon. Ouais. Ben, moi aussi, ça, je suis bien curieux de voir ça. En tout cas, j'ai entendu la musique, puis c'est vraiment... Quand je veux me détendre, j'écoute un film de Netflix, là, où La fin prévisible, je m'amuse. T'es sérieux? T'aimes ça? Ça me détend, c'est comme jouer au Scrabble. C'est comme jouer au Scrabble? Ouais, tu sais, je suis chez Netflix, puis je joue au Scrabble. Puis ça t'amuse un peu? Ouais. Cool. Hey, ça fait déjà presque 1 heure. On va conclure. On va terminer avec une histoire. J'ai une histoire pour toi. À propos de Babouiné. C'est une bonne histoire. Quand je l'ai écouté, le film, je fais toujours ça avec ma blonde, puis moi, on doit partir en tournée pour des trucs, tout ça. Ma blonde partait en tournée, puis la veille d'une tournée, on fait une soirée de cinéma. Juste ensemble, juste pour relaxer. Puis souvent du cinéma d'ici, juste pour... Puis ton film était sur le radar. Donc là, on écoute ton film, qu'on a adoré. Puis moi, je suis un optimiste dangereux. Quand j'aime quelque chose,
faut que tout le monde autour de moi le voit. C'est Ok. plus fort que moi. Ben là, j'appelle une couple d'amis, j'ai faut que tu vois ça, ça n'a pas de bon sens, tata. Puis là, j'ai un de mes amis, je vais te le nommer rien que, quand la machine va être éteinte parce que je pense qu'il veut que je garde l'anonymat. Je dis, faut que tu ailles voir à Babouiné, ça n'a pas de bon sens. Il dit, OK, je prends ça en note. Puis finalement, le Q&A au cinéma moderne, il est allé voir la projection. Tu sais. Puis, il est allé voir le film. Après le film, il est allé prendre une marche. Puis on parle d'hasard. À cause qu'il est allé voir le film, il a pris une marche qu'il ne prend pas habituellement. Il est rentré dans un restaurant qu'il ne va pas habituellement. C'était ça au comptoir. Puis, écoute, il est tombé éperdument amoureux d'une fille qui était assise à côté par hasard. Mais il dit tout ça, puis là, c'est grand amour et tout ça, mais il dit tout ça serait pas arrivé si tu m'avais pas dit d'aller. Tu sais, si je t'étais pas allé voir Babouné, ça serait pas arrivé. Ouais, il dit, c'est quand même cool. Faut dans les hasards, ça c'est un hasard. Belle histoire. Une belle histoire. Ouais. Alors voilà, sur ça, je vais le dire à tout le monde encore, s'il vous plaît, allez le voir. Il est disponible maintenant sur demande, je pense, un peu partout. Ainsi que beaucoup de tes films. Il y en a qui sont sur Éléphant. Il y en a aussi qui sont sur Apple. Entre autres, Au clair de la lune, il est disponible maintenant sur Apple. Je sais pas, moi, je suis pas ça, là. On n'est pas tellement câblés, là. C'est bien correct. Mais sur ça, merci beaucoup. Bonne année encore une fois. C'est moi qui te remercie. Et on ira voir Harry Lala quand ça sera prêt. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.